Vous savez, Einstein a dit que la pire erreur de sa vie avait été d'introduire la constante cosmologique. Mais oui, vous savez, il pensait que l'univers était statique et il fallait alors introduire cette force répulsive pour empêcher que tout s'effondre sous le poids de la gravité. Mais quand Hubble a découvert l'expansion de l'univers, cette constante a perdu toute sa pertinence et Einstein a décrété avoir fait la pire erreur de sa vie. Sauf que bien plus tard, on a découvert que l'univers accélérait son expansion, comme si une force répulsive était en action. Exactement du genre de la constante en question. Et ce qui est drôle, c'est que, comment dire, Einstein, c'est un peu le Jésus de la science. Il a une aura incroyable, le symbole de l'intelligence à lui tout seul. Il a une sorte de fan club dans le monde de la vulgarisation et des sciences, presque des adeptes croyants. Qui me donne envie de croire en Einstein. On n'est pas loin d'une religion, je grossis à peine le trait. Mais cet amour pour Einstein est un frein au progrès de la science. J'y reviendrai. Mais donc, quand il a la pire idée de sa vie, et que plus tard cette idée retrouve par chance un bon résultat, son fan club y voit limite encore une preuve de sa géniale intuition. Alors que je vous le rappelle, avoir raison pour de mauvaises raisons, c'est pas ouf. Sauf pour les adeptes d'une divinité. Allez Einstein, allez! Mais il y a quelque chose d'encore plus amusant dans cette histoire. C'est que l'idée qu'Einstein a considérée comme la plus lumineuse de sa vie, eh bien celle-là, elle vaut pas un clou. Je m'explique. Son idée la plus lumineuse, c'était, paraît-il, d'avoir compris qu'une personne en chute libre ne ressentirait pas son propre poids, qu'elle ne sentirait pas de force s'exercer sur elle, et que par conséquent, il se pourrait que la gravité ne soit pas une force, ce qui a servi de base pour sa relativité générale. Alors, je ne remets pas en cause la relativité, mais il faut bien dire que cette idée, à la base, elle était foireuse. Si une force s'exerce sur toutes les parties de notre corps en même temps, qu'est-ce qu'on est censé ressentir au juste? Notre poids? Je veux dire, les accélérations qu'on connaît, c'est une pression qui s'exerce sur la périphérie de notre corps. Si on est assis, cette pression s'exerce sur nos fesses, qui doivent transmettre la force de proche en proche au reste du corps, et nos fesses se retrouvent écrasées. C'est ça que nos nerfs arrivent à sentir, cette pression de surface. Mais si la gravité attire toutes les parties du corps en même temps, cette pression disparaît, et je ne vois pas bien ce qu'on devrait ressentir de particulier. La gravité peut continuer d'être une force, et l'idée d'Einstein n'était pas une bonne raison d'avoir raison. Rien de lumineux, sauf pour les fidèles. Quel raisonnement fantastique! On fête aujourd'hui les 69 ans de la mort d'Einstein, et il est temps de démystifier un peu le personnage. Une démystification dont j'ai besoin pour de futurs épisodes qui vont vous retourner le cerveau. Bien sûr, Einstein était un génie, mais c'était un savant de son époque. Il a fait des erreurs, et il faut absolument se méfier d'une tendance un peu dogmatique à son sujet dans le monde académique actuel. Je parle d'une tendance, car nombre de chercheurs continuent de mettre la relativité à l'épreuve via de nouvelles expériences. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais vous faire la critique d'une de ces expériences dont le sujet est directement lié à notre idée de corps en chute libre. Il s'agit de tester le principe d'équivalence. Vous savez, bien avant Einstein, on a constaté que la masse pesante d'un objet ou sa masse inertielle n'était pas forcément la même chose. Dans un cas, on a cette espèce de force de gravité qui vient presser notre objet contre le sol, et dans l'autre, on a une force mécanique qui vient faire bouger notre objet. Ce sont deux phénomènes différents. Les équations pour les décrire sont différentes et rien n'oblige ces deux masses à avoir la même valeur. Mais si ces valeurs étaient différentes, deux objets de densité différente tomberaient à des vitesses différentes. Si la masse pesante / gravitationnelle est la plus forte, alors le poids de l'objet l'emporte sur l'énergie nécessaire à sa mise en mouvement et la balle la plus massive tombe plus vite. Alors que si c'est la masse inertielle qui est la plus forte, le poids sera une entrave à l'accélération de la balle la plus dense et elle tombera moins vite. Mais les savants ont vite compris qu'en pratique, on ne voyait pas de différence, pour autant qu'on minimise les frottements de l'air. Et Einstein a débarqué avec une explication du pourquoi. En fait, ces deux masses seraient intrinsèquement identiques pour une bonne raison. La gravité n'est pas une force. En relativité générale, la trajectoire naturelle des objets dans l'espace-temps est la chute libre, et le sol vient s'opposer mécaniquement à cette trajectoire, exactement comme le ferait la force mécanique citée plus haut. Et on n'est plus en présence de deux phénomènes différents, c'est la même chose. En relativité générale, le principe d'équivalence est une obligation. Et si on découvre qu'il y a finalement la moindre inéquivalence, alors la relativité contient des erreurs graves. Le Centre national d'études spatiales français a donc lancé il y a quelques années le satellite Microscope, pour une expérience à plus de 100 millions d'euros, censée offrir les conditions idéales, loin de toute perturbation, pour comparer la chute libre de deux corps de densité différente en orbite, et donc on a observé finement le comportement de ces deux corps en apesanteur, et toujours rien, pas de différence. Einstein est toujours dans le game.
Ce qui est surprenant, c'est que de précédentes expériences avaient déjà confirmé le principe d'équivalence avec une précision de 99,99999999999% et que cette nouvelle expérience a quant à elle permis de le confirmer avec une précision de 99,99999999999%, ce qui est 1000 fois mieux, et c'est génial. Mais bon, attendez, à 99,999999999%, on avait encore des doutes ? Sachant que la théorie scientifique qui domine depuis un siècle va dans ce sens, il fallait passer 100 millions d'euros pour ça ? Sérieux, avec beaucoup moins que ça, j'aurais une expérience bien plus prometteuse à proposer, avec des satellites. Je vous ferai le topo sur cette chaîne le 10 décembre prochain. Sortez vos agendas et abonnez-vous. En attendant, j'avais une dernière chose à noter. Un raisonnement tout frais dont je ne suis pas absolument sûr, mais que je soumets ici à vos critiques. S'il s'avère que les masses inertielles et gravitationnelles sont différentes, n'est-ce pas une étonnante coïncidence qu'elles soient si proches ? Je veux dire, le hasard aurait pu leur donner n'importe quelle valeur, donc... À moins que cette équivalence soit nécessaire à l'apparition d'une vie intelligente. Je vous invite à revoir mon précédent épisode sur le fine-tuning. On pourrait imaginer que des planètes comme la nôtre auraient du mal à se former dès le moment où les éléments denses des noyaux ne resteraient pas sur la même orbite que les éléments plus légers des couches externes. Alors, un observateur intelligent se trouverait forcément dans un univers où l'équivalence est par chance respectée. Revoyez mon épisode précédent. Après, si ce n'est pas le cas, alors la probabilité qu'avait l'expérience microscope de donner un résultat nouveau était quasi nulle, il me semble. 100 millions d'euros pour ça ? La France pourrait dépenser mieux son argent. Mais ça, je suis sûr qu'au fond de vous, vous le saviez déjà.